Ce soir, donc, David Mühlmann va prononcer une conférence qu'il a intitulée « Le naturel freudien ». Je dis deux mots des raisons pour lesquelles nous avons demandé à David de parler de cela. Vous savez que le cycle de cette année a pour thème la nature et qu'on a voulu à l'Institut examiner tous les sens de ce mot qui est riche, très riche de signification. Et lorsqu'on a parlé l'an dernier des séances qu'on aimerait avoir, à un moment donné, on a été amené à parler de Freud et précisément du statut chez lui, notamment de la pulsion, donc de cette manifestation comme ça intempestive de la nature. Donc c'était le point de départ. Donc on s'est adressé à David Mühlmann, qui est sociologue et surtout pour ce soir psychanalyste. Je l'avais présenté l'année dernière quand il était venu nous parler du marxisme comme spécialiste de Rosa Luxembourg. Il l'est toujours. Il lui a consacré un livre intitulé Réconcilier marxisme et démocratie au Seuil en 2010, donc il y a 2 ans. Et puis, concernant la psychanalyse, il est l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle Les étapes de la pensée psychanalytique chez Desclée-Brouwer en 2007, je crois. Et il termine, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il termine un ouvrage intitulé Territoire de l'exil juif, qui sera consacré aux expériences de localisation du peuple d'Israël avant Israël, précisément, donc notamment à la Crimée, au Birobidjan et à l'Argentine. Voilà. J'ai terminé, je te cède la parole. Je te remercie, Gilles. Je rapproche le micro. Merci Gilles pour cette introduction. Merci à l'Institut d'études luminassiennes, à René Lévy, son directeur, et à l'Université de Chicago à Paris pour son accueil. Donc le naturel freudien. Je vais parler environ 3/4 d'heure et puis j'espère qu'on aura ensuite l'opportunité d'échanger sur ce thème. Avant de commencer, deux choses. Première chose, je voudrais dédier cette intervention à Jean Laplanche, grand praticien et théoricien de la psychanalyse, qui est mort le 6 mai 2012. Et j'ai construit largement mon propos en m'inspirant de ses recherches. Deuxième chose, quand on parle de Freud, on parle généralement, souvent, de sexualité, et ce soir on va en parler. J'utiliserai les mots qui conviennent, mais j'espère ne pas choquer des oreilles prudes, et si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Il semble aller de soi qu'il existe quelque chose comme une théorie de la nature ou du naturel chez Freud. Dès 1899, c'est-à-dire dès la naissance de la psychanalyse, date de fondation parce que Freud publie un ouvrage majeur qui est l'interprétation des rêves, il a été fait à Freud un reproche, devenu classique, celui du pansexualisme. Pansexualisme, c'est-à-dire l'idée que l'ensemble des phénomènes psychiques d'un sujet, ses idées, ses fantasmes, émotions, refoulements, fixations, serait entièrement déterminé par la sexualité. Dès les premières scissions, c'est-à-dire dès l'œuvre d'Alfred Adler en 1903 environ, et Jung surtout, il a été fait à Freud ce reproche. Le problème de cette critique, c'est qu'elle s'opère sur une réduction. C'est-à-dire qu'elle réduit la notion de sexuel freudien. C'est-à-dire qu'elle réduit la notion de sexuel freudien à la seule génitalité. Or, vous le savez, Freud élabore une théorie scandaleuse, à l'époque et sans doute encore aujourd'hui, qui est celle de la sexualité infantile. C'est-à-dire Freud développe l'idée qu'avant même la maturation sexuelle, c'est-à-dire avant la constitution finale du stade sexuel, avec la constitution mature de l'appareil génital adulte, eh bien, il existerait une sexualité infantile, c'est-à-dire qu'il existerait quelque chose de l'ordre d'une pulsion qui circulerait, qui se distribuerait et qui s'étayerait sur des zones érogènes diverses, en l'occurrence la bouche et l'anus pour l'enfant. Donc Freud élabore une théorie du polymorphisme sexuel et d'un développement psychosexuel, c'est-à-dire indissociablement lié à une maturation biologique
du sujet et à un développement psychologique du sujet qui du stade infantile, deviendrait à un moment peut-être adulte. Alors, la théorie, la réduction du sexuel au génital, si cette critique était fondée, et elle ne l'est pas, ferait qu'il n'y aurait pas besoin de passer 3/4 d'heure à faire une conférence sur le sexuel freudien, le naturel freudien. Parce que, de ce point de vue-là, ça serait simple, le naturel profond de l'homme, ce serait sa sexualité. Mais voilà, justement, le sexuel freudien est quelque chose de plus compliqué. C'est une énigme, quelque chose qui circule. La libido, c'est une énergie vitale, quelque chose qui est difficilement cernable, quelque chose qui circule à la frontière entre le psychique et le somatique, le psychologique et l'organique. Et tout le propos de cette conférence ce soir, c'est de cerner le naturel freudien à travers cette chose curieuse, cette chose, das Ding, disait Freud, qu'est le sexuel. J'ouvre une parenthèse brève. Comme l'a rappelé Gilles, j'ai publié en 2007 un ouvrage qui s'appelle « Les étapes de la pensée psychanalytique », où je dis en substance ceci. Apparemment, il existe une myriade d'auteurs de psychanalyse, la complexité des courants semble inouïe, mais on peut analyser la structuration de ces auteurs en fonction précisément de la réduction générale du sexuel au génital. Si l'on prend par exemple les grandes dissidences, les premières en tout cas, qui étaient celles d'Alfred Adler, qui étaient celles de Jung, puis ensuite les psychanalyses existentielles, je pense à Binswanger, je pense à Caruso, à Wilfried et à d'autres, tous reprochent à Freud d'avoir réduit l'homme à sa sexualité. Et tous veulent réhabiliter ce qui leur semble important, c'est-à-dire le champ des idées, de la conscience, de la philosophie, bref, les éléments nobles de l'homme. Cette critique tombe à plat parce que précisément, eux considèrent le sexuel comme étant le génital. Et donc effectivement, ils disent l'homme n'est pas qu'un appareil sexuel. Et par opposition à ce qu'on peut appeler cette réforme ou cette distorsion spiritualiste de l'œuvre de Freud, certains ont essayé de défendre l'œuvre freudienne en défendant le scandale de la théorie sexuelle de l'homme. Je pense notamment à Wilhelm Reich, fondateur du freudo-marxisme, qui a voulu défendre l'œuvre de Freud en disant l'être sexuel humain est réprimé par la civilisation, par la culture, la pratique psychanalytique vise à le libérer. Mais lui aussi avait une vision réduite du sexuel freudien, puisque lui aussi, quand il parlait du sexuel, il parlait de génital, ou en tout cas d'une dimension biologique, strictement biologique de l'homme. Je prends une citation parmi d'autres de Reich, que l'on peut trouver dans La fonction de l'orgasme. « Car l'homme est la seule espèce biologique qui a détruit sa propre fonction sexuelle naturelle, et c'est cela qui l'a rendu malade. » Voilà typiquement le genre d'incompréhension que l'on peut trouver, et donc voilà comment le champ psychanalytique s'opère à travers une opposition symétrique positionnée sur une même réduction. Alors, cerner la complexité du sexuel freudien, pour cela je vais le faire en plusieurs temps. Premièrement, je vais retourner à la période pré-psychanalytique de Freud et réhabiliter, en tout cas retravailler un texte oublié, largement oublié, qui est celui de 1895, qui est l'esquisse d'une psychologie scientifique. Avant la période psychanalytique, qui est celle qui s'ouvre avec 1899, l'interprétation des rêves, Freud, effectivement, développe un modèle biologique de la psyché humaine. Et c'est ce point-là, on le sait aujourd'hui à travers sa correspondance avec Wilhelm Fliess, il développe une théorie qui aboutira à ce texte de 1895. Puis, il dira un jour à son ami Fliess, dans sa correspondance, « Je ne crois plus à ma neurotica, c'est-à-dire je ne crois plus à cette idée que l'ensemble des idées serait déterminé par un socle anatomique, physiologique, qui est celui du cerveau. » À ce moment-là s'ouvre le problème, parce que ma thèse que j'aimerais vous présenter, c'est que Freud, en voulant fonder la psychanalyse, et donc en voulant dégager un espace relativement autonome pour la psyché, à mon avis, ne se départit jamais d'une vision biologisante de l'homme,
et finalement d'une détermination des idées par le champ biologique. C'est-à-dire que là où il y a intrication entre idées et réalité organique, eh bien, il a tendance au rabattement, justement. Et je le montrerai à travers l'analyse d'un couple de concepts compliqués chez Freud, qui est l'articulation, l'intrication entre les notions de pulsion et celles d'instinct. Et je présenterai pour terminer un petit peu ce qu'on peut faire de l'ambiguïté, en tout cas de la complexité non résolue, je pense, chez Freud. Alors, revenons bien en arrière, 1895, l'esquisse d'une psychologie scientifique. Freud faisait partie de ceux qui cherchaient à établir une relation entre les fonctions psychologiques et la structure du cerveau. Et donc il postulait, logiquement, l'idée qu'il existait une énergie nerveuse sur le modèle de l'énergie physique. Et donc que l'on pouvait interpréter l'ensemble des phénomènes mentaux à partir de cette énergie nerveuse hypothétique. Et donc il s'agissait de comprendre, pour le dire autrement, les phénomènes à cette époque-là, les phénomènes psychiques en termes d'anatomie cérébrale et d'énergie nerveuse. Donc Freud consacra beaucoup de temps et d'efforts à édifier un modèle théorique de ce genre. Et comme je l'ai dit, sa correspondance, qui a été publiée en français très récemment, en tout cas la correspondance complète, avec Wilhelm Fliess, nous permet de voir les étapes de la constitution de cette théorie qui sera aboutie en 1895 avec l'esquisse. Je ne rentrerai pas trop dans le détail de cet ouvrage, j'en tirerai quelques traits essentiels. En tout cas, l'idée essentielle de l'esquisse est qu'il existerait une corrélation entre certains processus psychologiques d'une part et la circulation et la distribution de quantités d'énergie d'autre part. Cette distribution se faisant à travers des éléments matériels, naturels, organiques, que sont précisément les structures cérébrales. L'énergie, que Freud appelle quantité, est assimilée à des sommes d'excitation qui proviennent du monde extérieur et qui sont transmises par les organes du sens, c'est-à-dire par le corps. La quantité, donc l'énergie, est régie par deux principes que Freud entrevoit et qui sont importants, qui sont structurants, même dans l'œuvre de la maturité, je le montrerai. Donc deux principes contradictoires. Premier principe, le principe d'inertie, qui serait la tendance de l'organisme à la décharge complète de l'énergie. Et deuxième principe, un principe de constance, qui serait au contraire la tendance de l'organisme à maintenir inchangée la somme des excitations, donc un principe de stabilité. C'est là où Freud introduit la notion de moi, donc très tôt, 1895. Simplement, il le définit comme un ensemble de neurones qui seraient dotés d'une réserve constante de quantité, donc d'énergie, et de par cette constance-là, capable de s'opposer à l'excitation. C'est donc cette constance, c'est-à-dire l'idée que le moi inhiberait un déferlement de pulsionnel interne qui permettrait au sujet d'accéder à la réalité. Lorsque le sujet est totalement pris dans le développement d'excitation, c'est alors que parviendrait l'hallucination, donc la psychopathologie, pour réfréner l'hallucination, donc pour avoir un rapport correct à la réalité, le moi se fait justement instance tampon entre l'excitation interne et l'accès, enfin possible, à la réalité externe. Alors pour comprendre cette esquisse, il faut la replacer dans son cadre historique, c'est-à-dire dans un long processus d'évolution au XIXe siècle qui fit qu'un certain nombre de chercheurs, et pas Freud seulement, ont voulu donc fonder le monde des idées sur l'anatomie et la physiologie du cerveau et développer ce qu'on appelait à l'époque, au XIXe siècle, la Hirnmythologie, c'est-à-dire la mythologie cérébrale. Il y avait au moins trois maîtres de Freud, qui étaient Brücke, j'en reparlerai plus tard parce qu'il a eu un rôle important dans la biographie personnelle et intellectuelle de Freud, Meinert et Exner. Pour Brücke, Brücke faisait vraiment partie de ces gens-là, donc des maîtres de Freud, qui réduisaient la psychologie à la neurologie et qui expliquaient le fonctionnement tout entier du système nerveux comme une combinaison de réflexes. Meinert allait encore plus loin puisqu'il décrivait les processus psychologiques en termes de quantité d'excitation et développait une neurologie détaillée des réflexes. Quant à Exner, le troisième maître de Freud en neurologie, il publia lui aussi une esquisse
en 1894, qui reste dans le même modèle, sauf que dans le champ scientifique, entre 1892 et 1894, était pour la première fois apparue dans le champ scientifique une théorie des neurones. Et à partir de là, Exner cherchait à expliquer de quelle manière les fameuses quantités d'excitation étaient transférées aux jonctions entre les neurones, lieu où, pensait-il, s'effectuaient les sommations d'excitation. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de l'esquisse, qui peut être donc considérée comme un développement logique et synthétique d'idées précédemment développées par Brücke, Meinert et Exner. Et d'ailleurs, Freud avait totalement conscience de cette filiation. C'est une des raisons explicites pour lesquelles il va abandonner l'esquisse d'une psychologie scientifique, l'esquisse, enfin la volonté de fonder organiquement les idées mentales, et s'orienter vers la psychanalyse, c'est-à-dire vers l'analyse d'un monde relativement autonome qui serait celui des idées, de la conscience, de la préconscience et de l'inconscience. Et on va y venir dans quelques instants, mais je pense que malgré ce que dit Freud, Freud est resté quand même dans un modèle très biologique, à tel point qu'un chercheur comme Frank Sulloway a pu dire, et c'est le titre d'un de ses livres, que Freud était resté un biologiste de l'esprit. Alors, avant de s'attaquer au problème décisif de la notion de pulsion et de son articulation avec l'instinct, je me demande tout de même, enfin, ça vaut la peine de se demander comment Freud en est arrivé là, c'est-à-dire donner un peu quelques éléments de biographie réelle et intellectuelle pour comprendre d'où vient Freud pour avoir produit une telle esquisse. Donc remonter encore un peu plus loin. Alors, l'étudiant Sigmund Freud, qui était âgé de 19 ans, il faut bien, enfin, certains le savent, a commencé ses recherches à l'Institut d'anatomie comparée du professeur Klaus à Vienne. Donc il travaillait en anatomie. Et on confiait à l'époque à ce genre de jeunes étudiants un sujet limité. Et Jones, donc le grand biographe de Freud, dans son œuvre monumentale, bien que tout à fait critiquable, qui est La vie et l'œuvre de Sigmund Freud, rapporte que Freud disséqua à cette époque environ 400 anguilles, sans d'ailleurs parvenir à une conclusion décisive. Mais même si Freud était insatisfait de son travail, Klaus, lui, était satisfait du travail, à tel point qu'il présenta son travail à l'Académie des sciences. Ensuite, Freud rejoint justement le laboratoire de Brücke, et là aussi, il fit des recherches qui étaient jugées excellentes à l'époque, notamment sur l'anatomie du cerveau. Pas du cerveau humain, puisqu'il travaillait sur certaines cellules du poisson, et en l'occurrence, plus précisément, du poisson, le pétromyson. Donc il travaillait sur le cerveau d'un poisson et sur les cellules de ce poisson. Et il rédigea à cette époque-là un article remarqué qui s'appelait « Sur la structure des éléments du système nerveux » 1884. Ensuite, Freud rejoint l'hôpital général de Vienne, où il entra pour la première fois en contact avec des malades, mais d'une certaine manière, dans la manière d'appréhender les choses, eh bien, il ne changea pas véritablement l'orientation de ses recherches. Ce fut la période de ses expériences avec la cocaïne, mais aussi, donc des effets biologiques de la cocaïne, mais aussi la période de l'analyse anatomique clinique, c'est-à-dire qu'il vérifiait ses diagnostics cliniques en les comparant aux résultats des autopsies. Et Freud se révéla très habile dans cet art et publia 3 cas qu'il avait diagnostiqués suite à des autopsies en 1884 toujours. Ensuite, il se consacra à la neurologie purement clinique. Il fut chargé du service de neurologie à l'Institut Kassovitz, où il examina un certain nombre d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Et il devient même un spécialiste de cette affection. En 1891, il publie une étude de 35 cas d'hémiplégie chez des enfants souffrant de cette infirmité. Il publia en 1891 un ouvrage sur l'aphasie dédié à Joseph Breuer. Tous ces ouvrages ont été longuement jugés sans intérêt par les psychanalystes, puisque antérieurs à la grande œuvre de l'interprétation des rêves. 1892, et je terminerai là-dessus,
Rosenthal, un élève de Freud, publie sa thèse de médecine avec 53 observations d'enfants atteints de paralysie cérébrale qui viennent directement des observations de Freud. Influence en France, Paul-Pierre Marie dans la revue Neurologique écrit un article pour saluer les travaux de Freud, etc. etc. Bref, une vraie réputation qui s'appuie sur la capacité de Freud à analyser ou à tenter d'analyser biologiquement le cerveau, passant de différentes méthodes, la neurologie, la physiologie, l'anatomie du cerveau, qui amène justement à l'esquisse d'une psychologie scientifique dont j'ai parlé dans le moment précédent. Alors, Freud donc quitte ou prétend quitter ce champ-là, en fondant la psychanalyse. Venons-en maintenant au Freud de la maturité, pour essayer de comprendre ce que c'est que ce naturel, pulsionnel, sexuel, on va voir, du Freud qui a quitté le temps de sa recherche scientifique de jeunesse. Alors pour cela, je vais travailler un couple de concepts compliqués qui sont les concepts de pulsion et d'instinct, surtout de pulsion. Alors, première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un problème de traduction qui traverse le monde psychanalytique depuis 90 ans. Pourquoi ? C'est parce que le mot freudien de trieb a été originairement traduit par instinct. Dans la Standard Edition, donc l'édition des œuvres complètes de Freud publiées en anglais par James sous la direction de James Strachey, le terme trieb est traduit par instinct en anglais. Vous avez sans doute des ouvrages de Freud dans la fameuse bibliothèque de psychanalyse, au PUF, c'est-à-dire ces grands ouvrages marrons qui ont été publiés sous la direction de Marie Bonaparte. Eh bien, tout, à chaque fois qu'il y a le terme trieb allemand apparaît, il est traduit par le terme instinct. C'est là la grande contribution de Marie Bonaparte à la psychanalyse. Or, il y a une évidence, c'est que le mot allemand, l'allemand a deux mots. Il y a le mot trieb et il y a le mot instinct. Le mot instinct, instinct, existe en allemand. Et donc, il faut traduire, et ce n'est pas une coquetterie de linguiste de le dire, il faut traduire trieb par pulsion et instinct par instinct. Et on verra plus loin les conséquences, puisque justement, tout le problème, c'est l'intrication, le rattachement ou le rabattement entre ces deux concepts. Alors, qu'en est-il chez Freud ? Est-ce qu'il distingue ou non ces concepts ? En tout cas, et c'est surprenant, jamais il ne les conjoint, jamais il ne les oppose, et en vérité, jamais il ne les a vraiment comparés. Et on verra donc les ambiguïtés que cela pose sur la notion de pulsion. Mais pour ce qui est de l'instinct, rien de plus clair. C'est un terme que Freud utilise rarement, mais de manière constante, très souvent à propos de l'instinct des animaux. Je cite Freud dans 3 essais sur la théorie sexuelle 1905, une citation parmi d'autres. « Chez le petit humain, il manque la plupart des instincts de survie propres à l'animal. » C'est clair, l'instinct est rabattu du côté de l'animalité. Alors, en même temps, il y a des moments où Freud va justement travailler les deux notions et maintenir la tension entre les deux notions sans rabattre pulsion sur instinct. Il y a un texte important que Freud publie en 1920 qui s'appelle « Psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine » que je vais lire, il est très court. Il s'agit donc d'un père qui amène sa fille en analyse, avec un peu de méfiance d'ailleurs. Voilà, donc sa fille est homosexuelle. Voilà le passage de Freud. L'homosexualité de sa fille avait quelque chose qui éveillait en lui la plus profonde amertume. Il était résolu à la combattre par tous les moyens. Le mépris pour la psychanalyse, si généralement répandu à Vienne, ne le retint pas de s'adresser à elle pour solliciter son aide. En cas de défaillance de cette voie, il tenait toujours en réserve l'antidote le plus puissant. Un mariage rapide devait réveiller les instincts naturels de la jeune fille et en étouffer les penchants non naturels. Vous voyez l'opposition qui est celle du père, mais que Freud reprend. C'est une jeune fille qui n'est pas loin de la puberté. Un mariage rapide doit réveiller enfin l'instinct naturel, il s'agit bien de l'instinct, et étouffer les penchants, c'est-à-dire les tribes non naturelles. Et on voit donc, là, quand Freud travaille ainsi,
le caractère pernicieux d'une unification de la pulsion sous le chef de l'instinct, à la manière de Streicher et de Marie Bonaparte. Mais une unification sous le chef de la pulsion est elle aussi tout à fait problématique. Lorsque Lacan écrit dans ses écrits, page 834, Freud n'a jamais écrit le mot instinct, c'est tout simplement faux. Et ça s'inscrit dans une révision du texte freudien qui vise pour Lacan à dégager Freud d'un certain biologisme au profit d'une relecture et de l'instauration d'une théorie du langage, le langage bien sûr étant bien plus noble que l'instinct chez l'homme. Alors, que dire maintenant de l'intrication pulsion-instinct ? Ce qu'il faut dire, je pense, c'est que chez Freud aussi, il y a rabattement de la pulsion sur l'instinct. Déjà, il faut rappeler que Freud, c'est quand même un point étonnant, n'a jamais protesté contre la traduction de Streicher, qui a été faite de son vivant. Jamais il n'a émis la moindre critique envers la manière dont Streicher publiait son propre texte. Et puis, on va voir combien, à travers l'analyse d'un texte, combien Freud évolue d'une vision qui critique la notion d'instinct vers une vision qui, au contraire, la réhabilite. À 15 ans d'écart, il va mobiliser un mythe, le même mythe, alors qu'en 1905, dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, c'est pour critiquer la vision instinctuelle, ce même mythe va être mobilisé, au contraire, pour servir la notion d'instinct. Je vais m'en expliquer. Les 3 essais sur la théorie sexuelle, 1905. Freud va critiquer ce qu'il appelle une vision populaire de la sexualité, c'est-à-dire justement une vision simpliste de la sexualité conçue comme seul instinct. Voici le texte de base. L'opinion populaire, qu'il critique, se forme des représentations tout à fait arrêtées sur la nature et les propriétés de cette pulsion sexuelle. Celle-ci serait absente durant l'enfance, s'installerait à l'époque de la puberté en liaison avec les processus de maturation, se manifesterait dans les phénomènes d'attraction irrésistible exercés par un sexe sur l'autre, et son but serait l'union sexuelle, ou au moins des pratiques qui soient situées sur la voie qui mène à cette dernière. Nous avons cependant tout motif de voir dans ces propos une image très infidèle de la réalité. La plus belle illustration de la théorie populaire de la pulsion sexuelle, je répète, la plus belle illustration de la théorie populaire de la pulsion sexuelle, c'est la théorie de l'instinct, est celle de la fable poétique. Il s'agit de la fable d'Aristophane, de la séparation de l'être humain en 2 moitiés, homme et femme, qui aspirent à s'unir de nouveau dans l'amour. Je résume. La fable poétique d'Aristophane, donc l'idée qu'il y a une tendance irrépressible à l'unité de parties, lui sert d'exemple à l'instinct sexuel que Freud critique. Alors, maintenant, on retrouve la même utilisation de ce mythe 15 ans plus tard, dans un texte majeur qui s'appelle « Au-delà du principe du plaisir », 1920, où Freud introduit sa dernière topique, c'est-à-dire introduit sa dernière conceptualisation, et notamment la fameuse conceptualisation de la pulsion de vie. Donc là, Freud va enfin nous dire, en 1920, finalement, qu'est-ce que c'est que la pulsion ? Et là, curieusement, il réintroduit le mythe d'Aristophane, défini comme étant celui de l'instinct, non pas pour critiquer, mais au contraire, pour dire que la pulsion, c'est justement cet instinct irrépressible d'union des 2 moitiés. Je lis. Zeus fut amené à diviser chacun, donc il explique ce que c'est que la pulsion de vie, 2 points. Zeus fut amené à diviser chacun de ces êtres humains en 2 parties, pas très élégant ce qu'il dit, comme on coupe de part en part des cornichons pour en faire des conserves. C'est Freud qui le dit. L'être entier étant maintenant coupé en 2, la désirance poussait les 2 moitiés à se rejoindre. Elles s'enlaçaient de leurs mains, se mêler l'une à l'autre dans le désir de se conjoindre. Voilà la définition de la pulsion de vie chez Freud 1920 à travers le mythe d'Aristophane, critiqué comme étant une vision simpliste de la sexualité 15 ans plus tôt. Alors que fait-on
je terminerai sur cette élaboration. Que fait-on de cette complication dans l'intrication pulsion-instinct qui existe même chez Freud? Comment définir la pulsion dans une veine freudienne? Alors, ce que l'on peut proposer, c'est déjà d'utiliser les deux notions de pulsion et d'instinct et de travailler non pas leur rabattement l'un l'autre, mais de travailler leur articulation et leur recouvrement. Et de dire déjà, donc là ça va être un peu plus technique, qu'en opposant la pulsion à l'instinct, on n'oppose pas le psychique au somatique. Point important. Je cite Jean Laplanche. La différence ne passe pas entre somatique et psychique, mais entre d'une part inné, atavique et endogène, et d'autre part acquis et épigénétique, mais non moins ancré dans le corps pour autant. Je développe. Instinct et pulsion. L'instinct se propose comme étant héréditaire et adaptatif surtout. Et on peut définir l'instinct selon une définition canonique qui est par exemple celle de Tinbergen dans The Study of Instincts 1951. Donc, pas Freud, puisque Freud était déjà mort et enterré, mais la définition de Tinbergen correspond parfaitement au modèle utilisé avant par Freud comme par plein d'autres auteurs. De ce point de vue, la définition de Tinbergen est la suivante. L'instinct est un mécanisme nerveux organisé hiérarchiquement qui, soumis à certaines excitations amorçantes, déclenchantes et dirigeantes d'origine interne aussi bien qu'externe, répond à ces excitations par des mouvements coordonnés qui contribuent à la survivance de l'individu ou de l'espèce. C'est donc qu'il y a dans l'instinct quelque chose qui est un processus linéaire et mécanique. C'est en ce sens où il est adaptatif. Il y a une tension somatique au départ, une action spécifique vers un objet satisfaisant, amenant une détente durable. Tel est le mécanisme de soulagement de l'instinct, processus mécanique linéaire, tension, objet, action, détente. Le problème, c'est que ce modèle, source, but, objet, s'applique mal à la pulsion, et pour cause. Ce modèle linéaire ne fonctionne pas pour la pulsion, parce que, par définition, sinon il n'y aurait ni maladie ni psychanalyste, la pulsion est erratique, déglinguée. Elle ne colle pas à l'instinct. D'où la difficulté. Alors la question qu'il faut maintenant se poser, c'est qu'une fois qu'on a dit que la pulsion était erratique, déglinguée, est-ce qu'on peut tout de même repérer un mécanisme spécifique de la pulsion? Problème compliqué. Alors pour travailler ça, je ne peux pas le travailler de front. Donc je vais faire un pas de côté et travailler un autre concept freudien qui permettra en contrepoint de revenir sur le mécanisme de la pulsion. Ce concept, c'est celui de Lust. Alors, l'allemand a parfois un mot pour désigner deux choses. C'est le cas de Trieb et instinct, et parfois, ou plus exactement, à deux mots pour décider une chose, et un mot qui concentre deux choses. Ce mot qui concentre deux choses, c'est par exemple le mot Lust. Et non seulement le mot Lust concentre deux choses, mais deux choses contradictoires. Lust est habituellement traduit par plaisir. Et pourtant, il implique une contradiction que d'ailleurs Freud constate et auquel il se heurte lorsqu'il veut présenter son fameux Lustprinzip, donc le principe de plaisir, au moment de sa dernière élaboration à partir de 1920-1923. Car, dit Freud, le principe de plaisir, donc le principe de Lust, c'est tantôt une tendance à la constance de la pulsion, tendance à l'homéostase, ou au contraire, tendance à la décharge complète.
Différence donc entre un optimum de fonctionnement et un vidage. Je veux faire remarquer au passage que ce couple contradictoire date des années 1880, parce que j'avais, dans l'esquisse, montré qu'il se servait déjà de ce modèle-là, qui est d'ailleurs un modèle thermodynamique, qui n'a rien à voir avec la psychologie. Donc, première contradiction dans le terme Lust, dans l'usage qu'on peut faire du terme Lust, que Freud fait du terme Lust, lorsqu'il définit le Lust principe. Mais surtout, il y a les ambiguïtés mêmes du terme de Lust dans la langue allemande. Et Freud, là aussi, relève cette contradiction dans 2 notes des 3 essais sur la théorie sexuelle 1905. Lust, en allemand, cela veut dire plaisir, comme on le traduit habituellement, mais aussi désir. Au sens de plaisir, il est décharge et apaisement, mais parfois, il signifie aussi la recherche de l'excitation. Ainsi, si l'on prend 2 usages de ce terme par Freud, on voit bien la complication. Schaulust, qui veut dire lust de voir, mais qui n'est pas que plaisir de voir, qui est aussi désir de voir, envie de voir. Et Berührungslust, qui n'est pas seulement ou véritablement plaisir de toucher, mais surtout désir de toucher. Et Freud relève bien cette ambiguïté dans les 3 essais à travers 2 notes. Dans une première note, il dit « heureuse contradiction qui nous permet justement de naviguer dans la dialectique ». Et à un autre moment, seconde note, il dit « malheureuse contradiction qui ne nous permet pas de trouver un terme tout à fait équivalent pour libido, puisque, dit-il, je voudrais bien utiliser un terme allemand et non latin pour libido égale désir. Mais je ne puis utiliser le mot Lust, car il veut dire aussi plaisir et pas seulement désir. » D'où la conclusion. Le Lust est donc parfois synonyme de pulsion, de libido, envie de, désir de. C'est ça le mécanisme de la pulsion. Donc le Lust est donc parfois synonyme de pulsion, de libido, envie de, désir de, et recherche de l'abaissement de l'attention. Il y a donc dans le naturel freudien 2 modèles radicalement différents et intriqués. La pulsion qui recherche l'excitation au prix de la consomption du sujet par lui-même, et l'instinct qui recherche l'apaisement. Voilà, en quelques mots, les termes de l'équation complexe de ce qu'est le naturel freudien. S'il y a des questions. Sur la fin de votre propos, parce que je ne suis pas très sûr d'avoir compris. Après, le principe du plaisir qui conjugue à la fois la constance de la pulsion et la tendance de la décharge. Et je me demandais, mais qu'en est-il de la théorie de l'arc réflexe qui a quand même eu De l'arc réflexe qui a quand même eu un rôle assez important chez Freud, non? Vous ne pensez pas? Disons avant 1895, oui. Oui. Pas après. Non. Donc, Freud s'est inspiré de beaucoup de théories neurologiques et physiologiques. Donc l'objet de la conférence n'était pas... On pourrait rentrer effectivement, et je pense à quelqu'un comme Henri Ellenberger, qui a écrit un livre très important qui s'appelle « Histoire de la découverte de l'inconscient », où il montre justement en détail les influences successives et différentes de modèles neurologiques, biologiques, etc. sur Freud. Voilà. L'objet là, c'est pas j'ai pas d'éléments spécifiques là maintenant à vous donner sur l'influence de l'arc réflexe. Ce qui m'importe plus, c'est de voir comment globalement ces mythes physiologiques et anatomiques ont pu déterminer jusqu'à la maturité Freud. Mais alors, en quoi l'ambiguïté du Lust illustre
difficulté qu'il y a de saisir la frontière entre le psychique et le somatique. Ça, c'est pas... Je sais pas si tu l'as dit assez clairement. Alors, il y a l'instinct qui est clairement du côté biologique, et il y a la pulsion qui n'est pas que du côté du corps. C'est-à-dire que lorsque, si tu veux, si la pulsion c'est la recherche de l'excitation, elle est une motion du corps, mais elle est aussi indissociablement un investissement psychologique. Mais qu'est-ce qui permet à Freud d'isoler du psychique? Il part, si j'ai bien suivi, il part de l'idée que tout est biologique, un bon biologisme, on peut dire. Et puis voilà, soudain, quelque chose s'impose. Et quelque chose du psychisme s'impose. Mais je n'ai pas bien saisi quoi. Alors j'ai cru que ce serait justement dans l'ambiguïté du Lust. Donc, dans l'ambiguïté propre au Lust, c'est-à-dire à la fois désir d'apaisement et en même temps désir d'excitation, enfin non, en même temps plaisir, en même temps. Et qu'il y a la marque, le signe de psychisme, l'indice de psychisme. Mais voilà, est-ce que c'est ça? Je vois pas ce qui permet à Freud, sauf par pétition de principe, d'induire le psychisme, d'inférer le psychisme. Ok, je donne ton point, je prends le... Est-ce que Freud n'a pas formulé la notion de pulsion comme n'ayant pas d'objet, qui pourrait ramener à la notion? Qui pourrait ramener À la notion de la pulsion, de l'instinct. Alors, pour revenir sur la question de René, si prenons le cas, par exemple, de ce texte où il parle des penchants non naturels de cette fille homosexuelle. Je pense qu'effectivement, ce qui signifie, ce qui fait apparaître le psychique autonome, mais je pense que justement ça n'a pas de sens ni chez lui ni en tant que tel d'ailleurs, c'est l'idée qu'il puisse y avoir une excitation autonome. C'est-à-dire l'excitation est le signe d'un investissement psychique. Je pense que c'est ça qu'on peut dire chez Freud. C'est-à-dire l'excitation est le signe d'un investissement psychique, alors que la tendance biologique, en tant que telle, mais là on sépare des choses qui ne sont pas séparables, serait la tendance à la détente. Et en ce sens, si l'on reprend le cas de cette fille homosexuelle dont il parle, l'instinct naturel serait tendance à la satisfaction par une activité sexuelle hétérosexuelle, disons, l'homosexualité étant quelque chose de l'ordre n'étant pas ne se calant pas sur cette dynamique-là, étant une recherche d'un objet décalé par rapport aux possibilités de la satisfaction. Donc une recherche d'excitation. Oui, quelque part l'idée qu'il puisse y avoir du psychique autonome, même si je pense que ça n'a pas de sens et pour Freud non plus, se mêlerait à la notion d'excitation. Donc t'as semblé plus insinué peut-être, ce serait donc du pathologique qui infère le psychique. Puis c'est la recherche d'excitation. Chez Freud, c'était... Non, l'excitation n'est pas forcément pathologique. Mais ce serait le signe qu'il y a là quelque chose qui ne recherche pas satisfaction. Alors, on pourra continuer. Sur la question de la pulsion sans objet, alors là aussi, empiriquement, si vous voulez, pulsion sans objet, ça ne veut rien dire. Mais s'il fallait raisonner de manière métapsychologique, un petit peu abstraite, certes, la pulsion existe avant l'objet. Je n'aime pas dire ça parce que ça n'a strictement aucun sens. Mais oui, la pulsion est une énergie, pour reprendre le terme, est une énergie de vie. On parle des pulsions vides, pas de la pulsion de mort. On pourrait parler également de la pulsion de mort. La pulsion est une énergie qui cherche un objet, qui se fixe sur un objet, qui s'investit sur un objet.
Oui. Il n'a pas travaillé dessus vers 1905 autour de la naissance de la psychanalyse, Il a travaillé sur quoi? sur cette notion, Pulsion sans objet? sur la notion de pulsion et le lien avec la biologie, la neurologie. Si, il l'a fait tout au long de son travail. Il a toujours travaillé en lien de la biologie, en lien avec la biologie, mais il s'en est séparé. En tout cas, c'était plus une question qui le concernait, même si à la fin de sa vie, si l'on prend par exemple un texte comme l'abrégé de la psychanalyse, et je pense qu'on trouve même des choses dans Malaise dans la civilisation, mais surtout l'abrégé de psychanalyse à la fin de sa vie, c'est d'ailleurs assez amusant, il croit pouvoir dire que le futur de la psychanalyse sera quand même de pouvoir biologiser ce que lui concevait comme étant psychologique. Et il dit explicitement, d'ailleurs c'est pas étonnant, donc là les psychanalystes sont souvent gênés, mais je pense que c'est pas étonnant parce que c'est un fil rouge, il dit dans l'abrégé de psychanalyse, peut-être qu'un jour, ce que j'ai analysé, on pourra enfin le fonder biologiquement, considérant que la psychanalyse est un pis-aller, un intermède avant un traitement pharmacologique. Alors aujourd'hui, les psychanalystes n'aiment pas trop ça, puisqu'ils sont en guerre avec les traitements médicamenteux, mais en même temps, d'un point de vue freudien, c'est plus compliqué, parce que même Freud lui-même ouvrait ce champ-là. Et en même temps, inversement, ceux qui critiquent Freud au nom de la biologie oublient veulent retourner finalement, en prétendant dépasser Freud, retournent au Freud d'avant Freud, au Freud de 1895. Donc on a là un ensemble de choses où on voit bien que le débat actuel, par exemple, sur psychanalyse versus traitement génétique, etc., n'a strictement aucun sens. La seule approche freudienne est l'approche scientifique, si on veut dire ça comme ça, qui essaie de tenir ensemble des choses qui sont empiriquement inséparables. Si j'ai bien compris sur la question de sexualité infantile, tout à l'heure tu as cité Freud qui disait que l'enfant n'a pas d'instinct. Donc la sexualité infantile, c'est la pulsion. C'est ça? Non, c'est pas ça. L'instinct existe, c'est pas la question. La question, c'est que il y a chez l'enfant ce que Freud appelle une polymorphie sexuelle, c'est-à-dire que l'idée que la pulsion est diverse et qu'elle s'investit dans des zones érogènes multiples et différentes et évolutives. Alors que chez l'adulte, même s'il y a des restes infantiles, la pulsion est concentrée. Elle est concentrée, normalement, en tout cas, elle est concentrée vers l'appareil génital. Et donc, effectivement, la labilité de la pulsion chez l'enfant est plus forte parce que, précisément, il est en croissance. Mais ce qui est scandaleux chez Freud, et je pense encore aujourd'hui, c'est d'affirmer qu'il y a une sexualité. C'est-à-dire que le plaisir ou le désir que l'on peut observer chez l'enfant puisse être caractérisé comme étant sexuel. Le plaisir de téter, ou tous les mécanismes que l'on peut observer chez l'enfant, autour des fesses, la rétention, l'expulsion, etc. Le plaisir là, le jeu qu'il peut y avoir, que l'on peut empiriquement observé en psychanalyse des enfants, parce qu'il puisse être considéré comme étant de l'ordre de la sexualité, et Freud dit que c'est de la sexualité parce que précisément il y a quelque chose d'autonome par rapport aux besoins. La tétée n'est pas qu'un outil, n'est pas qu'un appareillage, pour parler comme Deleuze-Guattari, de la bouche au sein. C'est pas qu'un appareillage biologique. Il y a quelque chose du plaisir, et d'ailleurs Freud fait un lien entre la satisfaction de l'enfant après la tétée et la situation de l'homme adulte après l'orgasme. Il dit finalement il y a quelque chose de tout à fait comparable dans le fait que les deux sont repus, et pas uniquement pour des raisons biologiques, mais parce qu'il y a une satisfaction par rapport soit au partenaire adulte, soit par rapport à ce que représente la mère pour l'enfant. C'est en ce sens où il y a du sexuel chez l'enfant. Ce qui est quand même troublant, c'est que Freud est pu employer au sujet des enfants de la notion... Vous pouvez parler plus fort, j'entends pas. Freud je trouve que c'est troublant. Freud aurait employé le terme de l'enfant est un pervers plus ou moins. Oui. Autrement dit, il a un champ
tout le corps, à la limite, serait apte à être sensible, ou à l'instinct, ou à la... Et alors? Je trouve ça assez troublant. Enfin, mais nous sommes tous des pervers polymorphes. Oui, mais s'agissant de l'enfant, je suis d'accord, mais je veux dire, s'agissant de l'enfant, c'était... est-ce que ça n'était pas un peu prématuré? Je sais pas, peut-être que j'ai pas été clair, mais dans la chronologie de l'évolution... Mais si vous voulez, je pense que le polymorphie, je pense avoir expliqué, le terme de perversion est à prendre au sens strict, pas au sens moral. La perversion, c'est-à-dire que c'est voie détournée. Voilà, voie détournée, on se satisfait de la mère par la satisfaction par le sein. Donc c'est une manière de voie détournée de se satisfaire de l'objet aimé. Quant à la perversion de l'adulte, quand je dis, c'est pas une boutade, quand je dis nous sommes tous des pervers, c'est pas d'analogie. Pourquoi c'est curieux dans ce cas-là? Non, c'est troublant, je n'ai pas dit que c'était curieux. Je veux dire que signifier ça, enfin attribuer ce qualificatif à l'enfant, compte tenu de son évolution vers la maturité, me paraît être un terme prématuré. Enfin, on dirait, trop tôt, un signifiant trop précoce par rapport à l'évolution de l'enfant. Oui, mais je reviens quand même sur un boutade parce que vous supposez tout de même qu'il y a un stade de maturité. Alors, il y a un stade de maturité. Dans le développement de l'enfant, c'est le développement normal. Oui, mais bon, normal, qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez quand le baiser de l'adulte relève à stricto sensu de la perversion. De la perversion. Parce que, si vous voulez, il n'y a pas de... C'est-à-dire, le baiser comme acte sexuel ou comme acte d'amour relève de la perversion parce que une bouche n'a pas rencontré une autre bouche d'un point de vue biologique. Ça n'a aucun sens. Le baiser n'a aucun sens. Donc, si vous voulez, il y a vraiment perversion. Oui, mais qu'on attribue ce vocal enfant me paraît décalé. Je pense pas, mais... Non. Je redonne ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que si effectivement se satisfaire, jouir pour parler freudien, jouir de l'objet maternel à travers la satisfaction par la tétée, relève d'une perversion, c'est-à-dire qu'on ne jouit pas de la mère à travers un objet, en tout cas à travers un mécanisme qui est fait pour une satisfaction nutritive. C'est au sens, non pas moral, mais au sens... c'est une voie détournée, puisqu'elle utilise quelque part un outil de nourriture au service d'une satisfaction d'amour. Mais tu as encore rabattu le sexuel chez l'enfant sur la satisfaction. Oui. Et je croyais que tu avais... donc sur l'instinct. Non, puisqu'au contraire, je viens de dire que l'enfant cherche la satisfaction de la mère. Et pas seulement, justement, la satisfaction par la nourriture. Ça peut être non, mais je veux dire... mais en quoi c'est pas un instinct? Mais parce qu'il y a une volonté d'avoir du plaisir. Il y a quelque chose qui est de l'excitation. Oui, quelque chose comme ça, oui. Qui n'est pas uniquement la tétée comme moyen de se nourrir. Comme décharge. Donc il y a une recherche de l'excitation. Je vais dire ça comme ça. Il y a les soins du corps. Et alors, Mélanie Klein, par exemple, a des pages entières où elle décrit la volonté féroce de l'enfant, féroce, c'est son terme, d'attraper le sein non pas du tout pour se nourrir, mais uniquement pour jouir de la mère. De vouloir... alors après, on a critiqué Klein en disant qu'elle avait peut-être pas forcément fondé toutes ces théories, mais ça c'est un autre débat méthodologique. Mais elle explique elle montre qu'au moment de l'apparition des dents, il y a une volonté féroce de l'enfant de mordre la mère, de l'attaquer, de le déchirer, de pénétrer dans le corps de la mère. Toutes ces choses-là, pour justement se l'approprier et qui n'ont rien à voir avec l'idée de simplement de se nourrir. Mais en quoi, encore une fois, en quoi la recherche de l'excitation relève du psychique? Je dis que c'est un signe de... Oui, mais je ne comprends pas. Qui dit
dis que c'est pas que l'homme n'est pas un animal dégénéré, simplement. Tu peux le dire, mais... Non, je dis, je vois pas. Voilà, c'est un animal dégénéré. À la différence des autres animaux. Qu'est-ce qui serait dégénéré? Dans la recherche de l'excitation, ce qu'il n'y a pas chez les autres Mais animaux. non, c'est... Et si le plaisir et le désir, ce n'était pas l'instinct premier de l'homme en fait? Oui, mais dans ce cas, on dit... Enfin, oui, il faut essayer de catégoriser. C'est-à-dire, on peut toujours dire qu'effectivement, la pulsion, c'est l'instinct et l'instinct vice-versa. Je dis, si on reprend cet exemple de l'enfant... pourquoi l'excitation est le signe d'un investissement psychique? Si je reprends cet exemple kleinien, le sein, c'est biologiquement, on peut dire, l'idée d'avoir une satisfaction de nourriture. Du point de vue, lorsqu'il y a une excitation à prendre le sein parce que c'est le sein, à le mordre, à pénétrer dans le corps de la mère, il y a quelque chose qui est dans l'excitation, qui est un investissement psychique de l'enfant. Donc effectivement, l'excitation est décalé par rapport à la satisfaction biologique, et en ce sens, c'est un signe, c'est une pulsion qui est le signe d'un investissement psychologique. C'est-à-dire que le nourrisson, le nouveau-né, veut quelque chose de la mère. Mais juste, en quoi, tu pourrais nous dire en 2 minutes, en quoi c'est démontré, en quoi c'est pas une forme de mythologie, dans le fond, ce discours sur le... Comme d'ailleurs beaucoup peuvent voir dans le discours de Dolto, loin... Peut-être une forme de mythologie. En quoi c'est pas mythologique ce désir, cette libido féroce dont tu parles, par exemple? En quoi est-ce que c'est cliniquement démontré? En quoi ce ne sont pas des affirmations mythologiques? Après tout, ça pourrait aussi les qualifier d'affirmations mythologiques. Ça, c'est encore un autre débat qu'on peut ouvrir, si vous voulez, mais qui est la question du fondement scientifique de la psychanalyse et des méthodes d'expérimentation. Voilà, c'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Moi, effectivement, je considère qu'on a un siècle, si vous voulez, de psychanalyse d'enfants, et donc on est, à travers certains cas, autorisé à édicter des théories provisoires, critiquables, imparfaites, mais qu'aujourd'hui, parler d'une sexualité infantile ou d'une agressivité infantile ou du nourrisson est quelque chose qu'on peut démontrer empiriquement. N'importe qui a fait la psychanalyse d'enfants sur des jeunes enfants pourra vous le démontrer. Alors après, on peut toujours dire que c'est un effet de théorie, etc. On peut rentrer dans un débat épistémologique. Mais il y a un dispositif d'expérimentation qui est le cadre de la cure qui permet de vérifier, d'infirmer, de corriger les choses. Après, on peut avoir une vision, si vous voulez, de critique systématique de la psychanalyse. On peut être popérien, on peut dire que c'est pas falsifiable, etc. C'est un autre débat. Moi, je pense voilà, qu'il y a un dispositif de cure qui permet de voir des choses, de distinguer, de renoncer à des théories. Il y a des évolutions dans le champ psychanalytique, il y a des choses qui s'accumulent, il y a des choses qu'on peut considérer comme étant fausses et sans valeur. Donc oui, je pense que, je ne sais pas si on peut parler de discipline scientifique, ça poserait plein de problèmes, mais en tout cas un dispositif d'expérimentation qui permet de trier parmi des théories et de valider par addition de cas des hypothèses théoriques. Les animaux qui têtent, ils ont pas de plaisir. Ils têtent que pour manger, les animaux. J'en sais rien. Je ne suis pas éthologue. Par rapport à l'être humain, l'animal. Mais dans ce cas-là, il faut demander à un éthologue, un spécialiste du comportement animal. Je ne sais pas. Je ne sais pas, si vous voulez, quel est le degré de conscience ou de plaisir d'un animal. Je sais par contre, je pense savoir que dans le cas du sujet humain, assez de cas ont démontré qu'il y avait quelque chose d'autonome dans le désir de satisfaction. Et de non naturel. Et de non naturel. Est-ce que le fait de rechercher du plaisir autre que biologique, que par voie biologique habituelle, peut être une forme de vue comme une forme de liberté? Est-ce que la perversion est une liberté en quelque sorte? Qu'est-ce que tu veux dire par liberté? Pourquoi introduire ce concept-là, enfin? Parce que... Liberté par rapport à la biologie, par rapport à l'instinct? Par rapport à la biologie et à l'instinct. Non, moi je dirais que c'est quelque chose, là c'est un point de vue qui vaut ce qu'il vaut. Non, je pense que c'est quelque chose d'autonome par rapport à l'instinct, mais en aucun cas,
Enfin, pour moi, la psychanalyse est une science de la détermination, quoi. Donc, pour moi, il n'y a aucune liberté à être mu par du pulsionnel. Mais il y a quelque chose qui dégage d'une certaine animalité. Alors on peut considérer que c'est la liberté. Pour moi, c'est une forme de détermination humaine. Les pulsions dans la vie d'un être humain, depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, ne s'arrêtent pas. Pourquoi les pulsions ont une durée de vie, on peut dire, infinie Pourquoi quelque chose qui intervient à la naissance, dans la petite enfance, se poursuit tout au long de la vie? Pourquoi on n'arrive pas... Il y a des cheminements peut-être détournés, sinueux, etc. Mais pourquoi c'est quelque chose d'initial qui vient dans la petite enfance et qui se poursuit tout au long de la vie? Je pense qu'il n'y a pas de nouvelle pulsion qui apparaît à l'âge adulte, à l'adolescence, mais c'est une sorte d'état initial qui se transforme. Il y a le signe de la vie, c'est qu'il y a pulsion. Être vivant, c'est être mu. Donc ça me semble normal, si vous voulez, que les pulsions ne s'arrêtent pas. Si la pulsion s'arrêtait, c'est le signe de la mort. Freud définissait la mort comme le silence des organes. Effectivement, il n'y a pas de problème une fois qu'on est mort. Une autre manière de prendre ta question, c'est de dire, c'est comme ça que moi que je l'apprends, même si c'est pas exactement ce que tu dis, c'est est-ce qu'il y a véritablement succession? C'est le vrai, ça c'est un vrai problème. Est-ce qu'il y a maturation dans la pulsion entre l'enfant et l'adulte? Non. Non, bien sûr que non. Il y a concentration, mais il y a toujours reste de choses infantiles. La sexualité adulte est faite de ce que Freud appelait des pulsions partielles, c'est-à-dire des résidus de pulsions liées à des fixations infantiles. Je prenais l'exemple du baiser, qui est le plus caractéristique. Le baiser fait partie de la sexualité adulte, alors qu'elle est liée à un stade infantile, d'une certaine manière. Instinct, nature, pulsion, que fais-tu de la notion de réversibilité et d'irréversibilité? Là, tu me demandes presque cliniquement, c'est ça? Je pense que quand il y a passage à l'acte, ça devient l'irréversibilité est faite. C'est peut-être là où on rejoint la notion de pulsion avec objet. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a choix d'objet, je pense que l'idée de dégager totalement la pulsion de son objet pour la réinvestir ailleurs, je pense qu'elle est... je n'y crois pas, à vrai dire. J'y crois pas. Par contre, l'idée qu'il y ait des tendances homosexuelles, puisque c'est ton point, chez tout le monde, mais une fois qu'elles ne sont pas actées, elles peuvent être travaillées, et là, la question, c'est la malléabilité de la pulsion. Et on peut, en analyse, travailler la malléabilité de la pulsion et travailler sur d'autres investissements. Mais une fois que la pulsion colle à l'objet, je pense que le choix est fait. Enfin, il y a toujours des analyses qui vous diront qu'ils ont transformé les homosexuels en hétérosexuels. Moi, je ne crois pas. Ce que tu dis, donc encore pour revenir au Loust, ce que tu dis de l'ambiguïté du Loust me rappelle le dialogue connu de Socrate, enfin de Platon, mais mettant en scène Socrate et Calliclès, où justement il y a un jeu entre c'est un jeu entre le désir et la recherche d'excitation, où Socrate lui dit en fait, donc, enfin c'est un tonneau percé, et c'est ça qui est ici, enfin c'est ça qui est bien. Donc, où Calliclès justement combine la satisfaction et la recherche d'excitation. Et Socrate, en fait, ne lui répond pas dans ce dialogue, mais il y a quand même l'idée chez Socrate qu'en vérité, la réponse à Calliclès, c'est que
le désir se fourvoie dès lors c'est-à-dire que le désir, en vérité, dès lors qu'il se donne pour objet la nature, enfin le physique, un objet naturel, le désir se fourvoie. Et se fourvoie, et donc n'a d'autre alternative que l'ambiguïté et que le motus perpetuum de la satisfaction, l'excitation, satisfaction, excitation. Pourquoi? Parce que précisément il s'est trompé. Il s'est dégradé en... Donc, pourquoi ne pas dire qu'en vérité, le désir est métaphysique, au lieu de dire simplement psychique? Pourquoi Freud n'a pas conclu à l'essence métaphysique du désir? Non, c'est une question bête. Hein. Non, j'ai pas de... Je vois mal Freud pour faire cette conclusion. J'ai pas de réponse, c'est vrai que le non, champ mais de je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un au-delà de la psychanalyse dans la métaphysique? C'est-à-dire que la psychanalyse, justement, à s'en tenir à cette ambiguïté, s'interdit de penser vraiment le désir. Et la métaphysique constituerait une porte de sortie par rapport à cette tension-là, c'est ça? C'est la prétention platonicienne. Maintenant, on peut dire que Platon était un fou mégalo, mais c'est possible. Le problème, c'est que penser est aussi un plaisir et une excitation. Le problème, c'est que penser est aussi un plaisir et une excitation. La philosophie, de mon point de vue, n'échappe pas au pulsionnel. C'est bien ça, c'est bien pour ça que ça pose un problème. Le champ de la philosophie est immergé dans la pulsion. Hein? Non, l'activité intellectuelle, évidemment, peut n'être qu'un... Mais c'est pas ça que penser chez Platon. C'est pas... Penser, c'est investir sa pulsion dans quelque chose. Tu dis pas penser, là, tu parles de penser. Tu parles de métaphysique. Non, mais la métaphysique, c'est pas toute pensée, toute agitation de l'esprit. L'agitation de l'esprit, c'est bien sûr, ça doit être une pathologie. Voilà, en tout cas une forme perverse de satisfaction. Mais on parle de la pensée véritable, en tout cas dire simplement que le désir, il est d'une autre essence que le psychophysique, psychophysique. Puisque finalement, le psychophysique, c'est simplement, c'est rester l'otage de l'ambiguïté, satisfaction, excitation, donc de l'ambiguïté dont Caliclès fait le ressort même de la saloperie, enfin de l'ambition. Chez Freud, il n'y a pas, je ne vais pas répondre directement à ton point, chez Freud, il n'y a pas d'au-delà, effectivement, de la pulsion. Et le champ que tu appelles la pensée, la vraie pensée, ou l'excitation de pensée, sont des investissements pulsionnels. Il y a le plaisir de penser, il y a l'excitation à penser, et l'idée qu'il puisse y avoir une pensée, ou une porte de sortie par la pensée du champ pulsionnel est un leurre de la pulsion, quelque part. Il n'y a pas de voilà. Marx disait il n'y a pas d'histoire de l'art, de la philosophie, parce que ce sont des histoires. Attends, je finis. Parce que ce sont des histoires sociales, ce sont que des éléments d'histoire sociale. On pourrait dire avec Freud que l'histoire de la philosophie n'est qu'une histoire d'un investissement pulsionnel. Oui, la supériorité de Socrate sur Freud, c'est que Socrate a pensé l'ambiguïté, satisfaction, excitation, ce que n'a pas fait Freud. Je ne rentrerai pas dans ce... Vous me faites penser à un serial qui est réel, je crois, enfin, on dit ça, aux États-Unis, qui a, dans les années 70, qui est sous la pression d'une pulsion, il a quand même assassiné une centaine de personnes, de jeunes femmes, et toujours de même personne, c'est le même type de personne, avec une image. Bon, cette pulsion, ils l'ont analysé pendant 10 ou 15 ans, ce bonhomme-là. Est-ce que c'est seulement, enfin cette image, qu'est-ce qui a produit cette image? C'est la pulsion, la mémoire, où s'est située cette mémoire-là de
de cette image qu'il allait chercher, parce que cet homme, il a l'objet, si vous voulez, de sa pulsion, il allait la trouver quand sa pulsion avait démarré. Enfin, disons, voilà, ça le prenait comme ça, et il passait 2-3 jours à chercher ce qu'il avait. Voilà. Et d'où vient cette mémoire-là? C'est un problème somatique. Est-ce que ça a à voir avec autre chose? Ça m'avait frappé dans cette histoire-là. C'est quoi cette... Il voulait tuer sa mère. Pourquoi cette image-là? D'où elle vient? Il y a bien un rapport entre la... Comment dire... Est-ce que l'estin, il n'y a pas une mémoire dans l'estin? Mémoire dans entre l'estin et la pulsion. Est-ce qu'il n'y a pas un passage? Une mémoire. Il y a une instruction. C'est bien le... Est-ce qu'on peut le couper en deux comme ça? D'un côté, il y aurait la pulsion. Non, mais justement, c'est indissociable. Il y a la pulsion, mais la pulsion est intriquée à un investissement psychologique ou vice-versa. Pour le dire encore autrement, Lacan disait de manière volontairement provocatrice, il n'y a pas de rapport sexuel. Ce qu'il voulait dire tout simplement par là, c'est dire qu'il n'y a de rapport sexuel, il existe évidemment, mais il n'y a de rapport sexuel que par la médiation du fantasme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas entre deux êtres humains, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que l'idée d'un corps à corps brut, organique, n'a pas de sens. Parce que même l'acte lui-même, dans ce qu'il a de plus organique, est toujours intriqué à une dimension fantasmatique de rapport à l'autre. Donc voilà. Parce que la question qui me vient à travers cet exemple-là, c'est de dire que si tuer cette personne-là par pulsion, c'est à partir de l'estin, c'est en fait si tuer, c'est pour se garder en vie, quoi. Enfin, c'est une forme de, en fait, de... Mais alors, je vous sens une parenthèse, j'élabore sur ce que vous dites. Ouais. Est-ce que c'était pas chez le bonhomme, enfin chez cet homme-là, est-ce que c'était pas un instinct de vie qui tuait, enfin voilà, une espèce d'inversion de l'instinct. Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, le point que vous introduisez, qu'on aurait pu avoir une discussion aussi là-dessus, c'est l'autre versant qu'on n'a pas du tout abordé, qui est l'action à pulsion de mort chez Freud. Grand problème. Voilà. Où là aussi, on voit la question de l'agression, plutôt, parce que Freud n'utilise jamais le pulsion de mort. Enfin, on dit toujours Eros Thanatos, mais je me mets au défi de trouver le terme Thanatos chez Freud qui n'existe pas. Il parle de pulsion d'agression. L'agression, effectivement, comme l'agression n'est pas forcément fonctionnelle. Enfin, il suffit de regarder l'histoire. L'agression n'est pas forcément fonctionnelle. C'est-à-dire que l'agression fonctionnelle, c'est la défense, l'attaque contre un ennemi, etc. Mais pourquoi on parle de pulsion d'agression? C'est bien parce qu'il y a une motion autonome qui n'a rien de l'ordre d'une nécessité de défense ou d'attaque. Donc on rejoint la question d'une autre manière, par un autre versant, la question de l'excitation. Merci. Merci.